Le Burkina Faso a-t-il frôlé le chaos en ce début d'année 2026? Une fois de plus, le spectre de la déstabilisation a plané sur le pays des hommes intègres. Une énième tentative de coup d'État visant à renverser le capitaine Ibrahim Traoré dans la nuit du 3 au 4 janvier. Et une fois encore, un nom revient avec insistance au centre de toutes les accusations, celui du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien président de la transition, aujourd'hui en exil et désigné par le gouvernement burkinabé comme le cerveau d'un complot aux ramifications régionales. Depuis Lomé, où il a trouvé refuge après sa chute en septembre 2022, Damiba aurait-il continué à tirer les ficelles? Le Togo, terre d'accueil de l'ancien dirigeant, se retrouve dans une position délicate entre son rôle traditionnel de médiateur régional et les présumées manœuvres de déstabilisation croissante sur l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Lomé doit-il livrer son hôte encombrant ou rester fidèle à sa tradition d'asile politique? Dans le forum de ce dimanche 11 janvier 2026, nous décryptons les zones d'ombre de ce nouveau putsch avorté et nous analyserons également les preuves avancées par Ouagadougou et débattrons des enjeux de la possible extradition de l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Au plateau, pour introduire ce sujet, Didier Noureddine Alaouche. Cher Didier, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs, bienvenue à tous. Vous êtes journaliste, spécialiste en communication pour un changement de comportement social et directeur général de la structure Africa Développement, en abrégé Africa Dev. En votre compagnie, l'homme qui ne bouge pas, à qui on ne tente pas des coups d'État, son Excellence Ogoyou Kegewe, bonjour. Bonjour Gilles et bonjour aux téléspectateurs, spécialement ceux du Burkina, puisqu'aujourd'hui le Burkina sera au centre de nos débats. Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur du Togo, journaliste. Coup d'État manqué, Damiba, est-ce qu'il sera bientôt extradé vers le Burkina Faso? C'est le thème du jour, avec un point d'interrogation, plus 228 87 08 43 43 pour nous écrire et enrichir cette émission. Vous pouvez y participer également via les réseaux sociaux qui nous relaient en direct. Nous sommes sur YouTube et sur notre chaîne officielle YouTube New World TV. D'abord, les faits. Que s'est-il passé en janvier 2026? Quelles sont les preuves tangibles fournies par les services de renseignement burkinabé concernant ce nouveau complot du 3 janvier? Didier Noureddine Alaou. Oui, merci. Effectivement, dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026, un complot visant l'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré et la neutralisation d'infrastructures clés comme une base de drones est déjoué par les services de sécurité burkinabés. C'est l'information. Et puis cette information, elle a été portée à la connaissance du grand public par le ministre de la Sécurité publique, Mamadou Sabna. Et puis, de quoi s'agit-il en réalité? Et il y a eu effectivement un complot qui vise à tuer, pour utiliser des termes précis, à éliminer physiquement le capitaine Ibrahim Traoré, soit en tirant sur lui à bout portant ou en procédant par des explosifs et même par des procédés de pose de mine dans le domicile présidentiel. Et puis, vous avez bien fait de le rappeler, il y a un nom qui est revenu et qui a été désigné comme le commanditaire principal, c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Et dans cette préparation, on apprend dans les communications officielles du Burkina Faso qu'il y a eu même des commerçants qui se sont déplacés jusqu'à Lomé pour le rencontrer Damiba, discuter avec lui et préparer donc cette action subversive. Et sur le terrain, il y a donc des militaires et même des civils qui sont mêlés à cette affaire. Et les preuves principales qu'on a vues, ce sont essentiellement les aveux que tout le monde a vus. Les intéressés sont passés aux aveux et ça a été diffusé directement à la télévision nationale du Burkina. Et donc, on parle aussi de financement qui soit venu de la Côte d'Ivoire. Donc, très clairement, il y a un triangle opérationnel, c'est-à-dire que Paul-Henri Damiba au Togo, et certains civils burkinabés qui sont exilés en Côte d'Ivoire, et la partie opérationnelle, c'était donc au Burkina, à Ouagadougou. Donc, et puis on sent que vraiment il y a une forte opposition structurée qui dépasse le cadre d'une simple opposition politique, mais qui a pris le chemin de carrément déstabiliser la lutte qui se mène au Burkina Faso, la nouvelle marche du pays, tout ce que le peuple de l'AES est en train de faire, tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, et ceci évidemment est déplorable. Comme vous l'avez souligné, les aveux diffusés par la télévision nationale burkinabé pointent une organisation méticuleuse, financement occulte, recrutement de commandos et sabotage technologique. Je vous propose même, avant de faire réagir son Excellence Ogoyou Kegewe, de suivre les aveux du sergent-chef Salfo Yaloué-Ougo. C'est juste un échantillon. Nous revenons pour le débat. Je suis le sergent Yaloué-Ougo Salfo, matricule 12 190 463 en service à la garde républicaine, plus précisément au bataillon d'appui de protection des sites 2. Il y a de cela 2 semaines,
environ, un numéro inconnu m'a appelé plusieurs fois, dont je n'ai pas décroché. C'est là, quelques minutes plus tard, mon oncle, LH Wimenga Ali, commerçant de profession résident à Zinare, m'a contacté que de décrocher le numéro car c'est lui qui a donné mon numéro de m'appeler, que c'est son ami LH Sakande Madi. Chose que j'ai pu faire, j'ai décroché l'appel. LH Sakande Madi m'a fait savoir qu'il veut me voir très urgemment, qu'on peut se voir à quelle heure. J'ai dit ok, je vais vous communiquer. Mais 3 jours plus tard, que connexion fut établie. Et ça a été au terrain de la Perle à Ouara 2000, côté est du terrain. Arrivé, il m'a salué et il a appelé un numéro, mais passé. Et la personne a commencé à me parler en ces termes. Ça va? J'ai dit ça va. Et à Ouagadougou, j'ai dit tout va bien. Il y a quelle nouvelle là-bas? J'ai dit tout va bien. Tu sais c'est qui? J'ai dit ah vraiment je ne vois pas c'est qui. Et, ah bon? Ok. Que c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba au téléphone. Chose que j'ai dit ah ok. Tous mes respects. Il dit bon. Et après on va causer avec toi. Et notre communication s'est arrêtée là-bas ce jour. 2 à 3 jours plus tard, LH Sakande m'a recontacté que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo souhaite me parler. Mais je peux passer tout de suite. J'ai dit, vous êtes à quel niveau? Il m'a donné l'aliment qui était à son bureau. Chose qui fait, j'ai été. Et il a appelé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo me passer. C'est là, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo m'a fait savoir qu'il est soldat comme nous, comme moi, et il sait que ce n'est pas simple. Mais tu ne demandes pas, mais j'ai une commission pour toi. Et la commission sera disponible soit demain ou après-demain avec LH Sakande Madi, que tu pourras passer, récupérer. Chose que je l'ai remercié pour l'acte qu'il venait de faire. Et qu'il a précisé également que LH Sakande Madi va préciser des choses, des trucs. Après notre échange, il a coupé. C'est là LH Sakande Madi m'a fait savoir de façon claire que c'est un projet de coup d'État. Mais il s'attend de moi de mobiliser des hommes pour la réussite du coup d'État. Chose que j'ai acquise sans rien dire. Et on s'est quitté sur ça. Le deuxième jour que je devais récupérer mon colis, j'ai appelé LH Sakande Madi. Il m'a fait savoir qu'il est en déplacement. Que dès qu'il rentre, c'est là on est resté comme ça. Et à son retour de son déplacement, c'est l'oncle Wimenga Ali, commerçant et de profession résident à Zignare, qui m'a contacté que de rentrer en contact avec LH Sakande Madi, qui est de retour pour prendre ma commission. Je tiens à préciser que quand j'ai eu les détails clairs du rôle que je dois jouer, qui est un projet de déstabilisation, je me suis mis à travailler en me mettant en contact avec mes hommes que je fais plus confiance. Et c'est en ce moment, pendant l'absence de LH Sakande Madi hors pays, j'ai travaillé. Et je tiens à préciser que j'étais chef de piquet à la gare républicaine le 31 décembre. Le 31 décembre. Soit rendez-vous a été pris entre Lagui Sakande et moi à 20h, à part Laïri à son bureau, pour récupérer un colis. En partant pour récupérer le colis, j'ai été avec mon véhicule, avec 2 PKMS et des munitions, beaucoup de munitions, 4 caissettes de munitions. Une fois sur les lieux, je devrais communiquer avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, afin de rentrer en possession de mon colis et prendre les horaires de la rencontre. C'est quand j'attendais l'appel que j'ai été arrêté avec LH Sakande Madi à Parlayiri aux environs de 22h. Je présente mes sincères regrets à son Excellence, chef suprême des armées, président du Faso, le peuple résilient du Burkina Faso. Je présente mes sincères regrets
à ma hiérarchie et à la hiérarchie militaire, je présente également mes sincères regrets à toutes les forces composantes de notre mère patrie. Je demande clémence et je tiens également à demander pardon à toutes les unités engagées sur des théâtres d'opération, jour et nuit, malgré les intempéries, malgré l'adversité, malgré que les combats sont aptes. Je demande clémence, je demande clémence, je demande clémence. Que Dieu aide le Burkina Faso, que Dieu aide le Burkina Faso, que Dieu aide le Burkina Faso. Le Burkina Faso reste seul, unique et indivisible. Aucun mal intérieur ou extérieur ne pourra diviser notre cher pays qui est le Burkina Faso. Nous n'avons qu'un seul pays, le Burkina Faso. Et nous allons nous mettre autour de ce tissu afin que aucun mal ne puisse l'arriver. Les aveux du sergent-chef Salfo Yalouougo, les images de la radio-télévision burkinabé. Excellence Ogoyou Kegewe, à la lumière de ce que nous avons écouté et bien d'autres aveux qui sont passés à la télévision et sur les réseaux sociaux, il s'agit véritablement d'une opération coordonnée de grande envergure. Ce sergent, tu dis qu'il est sergent, non? Oui, sergent-chef. Sergent-chef. On ne peut pas être sergent-chef et être aussi idiot. Sergent-chef dans l'armée, ce n'est pas petit grade. Les sergents sont les gens opérationnels, les gens de terrain. C'est quand même des sous-officiers, non? Pardon? Les sergents-chefs, ils sont au bas de... Oui, les officiers. Oui, mais tu ne peux pas être sergent-chef et être aussi bête-chef. Sergent-chef et bête-chef, ça ne va pas ensemble. Pourquoi je dis ça? Mais tu t'imagines, tu es chez toi. On dit, on t'appelle. Tu vas, on te passe le président, un ancien président de la République qui est le lieutenant-colonel. Donc tu connais la situation. Tu sais exactement qui il est. Mais si toi, sergent, est-ce que quand il était président, tu jouais aux cartes avec lui? Oui, mais non. Vous alliez à la pêche ensemble? Non, le problème, vous oubliez un détail. Il y a eu un intermédiaire qui Oui, est un parent oui. au sergent-chef. Le parent n'a pas grillé son cerveau, il a un cerveau. Tout à fait. Le parent n'a pas grillé son cerveau, il a un cerveau. Visiblement, c'est à cause du parent que le sergent-chef a été mis en fonction. Aujourd'hui, il dit, il demande pardon, il parle de sa hiérarchie. Mais, donc tu avais une hiérarchie, on t'appelle, on te dit fais coup d'état, tu transformes ta voiture en armurerie ambulante, et aujourd'hui tu parles de ta hiérarchie. Est-ce que tu as rendu compte à un seul élément de ta hiérarchie? Et il parle de Dieu. Tu sais, les hypocrites, les menteurs, les traîtres, les ordures manipulent tellement le nom de Dieu que quand moi je les entends, ça me met en colère. Il parle de quel Dieu? Il demande pardon. Les gens que vous étiez chargés d'aller assassiner dans leur maison, tu leur aurais laissé le temps de demander pardon? Laissons le deux côtés. C'est un pauvre type. Il n'a rien dans la tête et je ne sais même pas comment il a pu obtenir le grade de sergent-chef. Parce que l'armée, ce n'est pas un foutoir c'est pas un dépotoir quand même. Sergent-chef, ce n'est pas petit. Bref. Maintenant, je reviens à la souche même du problème. Le fameux lieutenant-colonel Damiba. Mais je ne vais même plus dire si c'est vrai, parce que tout converge vers lui, donc je ne mets même plus le si. Mais ce lieutenant-colonel Damiba, ancien président, tu es chef d'État, on t'a renversé, donc personne ne voulait le tuer. En fait, on l'a embarqué, il a embarqué tranquillement pour venir à Lomé. Mais on s'est dit, bon, on te met en sécurité. Le Togo, dans sa tradition hospitalière de tous les jours, de tout temps, t'accueille chez lui parce qu'on estime que tu es en danger. Oui, mais Excellence, sur Damiba, nous aurons tout le temps un gros chapitre qui est concerné, oui, mais si qui je est consacré parle à Damiba. Oui, le pauvre sergent, il n'est rien, c'est de Damiba qu'on doit parler. Oui, d'accord. Mais le temps de demander à Didier Alou d'analyser un peu la façon dont les comploteurs ont été pris. C'est comme s'ils étaient suivis. Le service de renseignement a fait un travail de minutie. Ah, mais tout à fait. Ce qui se passe dans l'AES, il y a un réveil, il y a un renforcement des capacités des forces opérationnelles, notamment des forces intérieures. Donc, les forces de sécurité, le renseignement burkinabé ont fait un travail à saluer, un travail exceptionnel. Il faut les féliciter pour ça. Et puis, effectivement, c'est comme je le disais à l'entame de mon propos, c'est des gens qui sont très structurés, très organisés, qui ne donnent pas, qui mettent les moyens qu'il faut, qui prennent les contacts qu'il faut. Il n'y a pas que ce seul aveu-là. Il y a eu d'autres qu'on n'a pas le temps de diffuser ici. Ouais. Quand vous écoutez tout ça, vous remarquerez effectivement que c'est des gens qui ont des techniques d'approche très efficaces. Vous avez vu le cas de ce colonel, de ce sergent-chef. C'est un de ses parents qui a été chargé de le contacter. Et donc, et puis vous voyez aussi les autres militaires qui sont, enfin, on a remarqué que cette fois-ci, ils ont peut-être changé un peu de stratégie
au lieu d'aller vers la haute hiérarchie militaire, c'est des sous-officiers qu'on a contactés. Et donc, c'est stratégique. C'est un plan qui a été élaboré correctement, savamment orchestré. Heureusement que les services de renseignement ont pu détecter les mouvements. Et quand le processus a été effectivement déclenché le 3 janvier, tout de suite, ils ont été donc infiltrés, ils ont été appréhendés et ils sont passés tout de suite aux aveux. Je pense que c'est à mettre à l'actif des services intérieurs burkinabés qu'il faut féliciter. Ça veut dire qu'autour du capitaine, c'est vraiment des gens qui sont éveillés, qui suivaient, qui font le travail. Vous avez évoqué les témoignages qui ont été nombreux, notamment un homme d'affaires, Ali Winenga. Oui, un commerçant. Oui, il y a eu 2 commerçants qui sont cités dans cette affaire. Tout à fait. Il y a Ali Winenga, il y a aussi Ladji Sankade. Mais il faut dire que ces deux commerçants qui sont des Ladji ont un lien. C'est qu'ils sont tous membres du CDP, qui est l'ancien parti politique de Blaise Compaoré. Et puis, Damiba lui-même, vous voyez bien qu'il a fait partie de la sécurité rapprochée du président Compaoré. Et puis, quand vous regardez tous ceux qui sont cités d'une manière ou d'une autre, ça veut dire simplement que Abidjan est toujours aussi actif dans la déstabilisation du Burkina. Non, pas d'Abidjan, mais les 60 millions en question ont été retirés auprès d'un opérateur économique burkinabé. Oui, bien sûr. Mais dans cette affaire, il y a eu des voyages à Lomé pour voir Damimba, mais aussi en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, la question il faut tenir compte de ça aussi. Est-ce que ces témoignages sont suffisants pour établir une culpabilité juridique ou servent-ils avant tout à une communication de crise? Mais écoute, il ne faut pas faire comme les communicants des terroristes. Parce que pourquoi le Burkina a fait ce qu'il a fait? Tous, quand ils parlent, au finish, on les prend la main dans le sac. C'est-à-dire que dans le vif de l'action. Oui. On n'est jamais allé réveiller quelqu'un qui est lui à minuit pour lui passer les menottes. Non. Ils étaient en pleine action. On les prend toujours en pleine action. Pourquoi? Parce que leurs communicants grassement payés étaient chargés de dire « Oh non, c'est de la manipulation, le capitaine Traoré, c'est lui toujours, coup d'État, il annonce coup d'État matin, il annonce... » Mais c'est pourquoi on les a pris sur les faits. Et leurs confessions sont telles qu'on n'a plus à se poser des questions. Mais qu'est-ce que tu crois? On lui a donné quoi à boire pour qu'il parle comme il a parlé? Je ne crois pas. Alaï Sakandé, je l'ai écouté parler. Pour un vieux loup comme ça, irresponsable. Toi, tu es pratiquement analphabète et tu veux tuer tout le Burkina parce que tu étais du parti de Compaoré. Mais il n'y a pas... On a pris les gens sur les faits, les gens se sont confessés et personne d'entre eux n'a dit « j'ai confessé sous torture ». Je n'ai jamais vu celui-là qui parle là. Est-ce qu'on l'a torturé? Est-ce qu'il a les yeux tuméfiés, les joues enflées? Non. Les dents arrachées? Non. Il a parlé. Et la preuve, il a le culot même pour demander pardon. Donc, moi, je crois que les services de renseignement ont fait un travail en s'assurant qu'il n'y ait pas de mauvais oiseaux qui vont dire non, c'est faux, non, c'est des montages. Donc, pour moi, c'est assez suffisant, sauf si, Gilles, tu voulais quand même qu'on t'amène la tête de ceux qu'on a programmé tuer, qu'on t'amène leur tête avant que toi, tu ne crois qu'effectivement, il y avait quelque chose de sérieux qui se passait. Sinon, ce qu'ils ont fait, ils sont allés tellement loin qu'on n'a même pas, moi, je ne poserai même pas de questions. On ne les a pas torturés.